Vous écoutez René Carmille, un hacker sous l'occupation, deuxième partie. Revenons à la grande histoire. 1942 est une année de bascule. La guerre s'est mondialisée. Hitler se bat désormais contre l'armée rouge sur le front Est. Les Américains, qui sont entrés dans le conflit, enchaînent les victoires au Japon. Et le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torche. Les Alliés débarquent en Algérie française. Carmille, le jour où il apprend le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, à Alger, en novembre 1942. D'abord, il est fou de joie, ce qui est important parce que ça veut dire qu'il est content quand les Américains et les Anglais débarquent. Mais quand la conséquence, c'est l'invasion de la zone sud par les troupes allemandes, ça devient une catastrophe, puisque tous ces efforts de camouflage risquent de tomber aux mains des Allemands. 3 jours après le débarquement, en représailles, l'Allemagne envahit la zone libre et occupe ainsi l'ensemble de la France. La Wehrmacht patrouille désormais dans Lyon. Pour se protéger des Allemands, Carmille envoie 2 de ses proches collaborateurs dissimuler les données compromettantes dans un séminaire jésuite de la banlieue lyonnaise. Il caresse l'espoir de pouvoir les réutiliser très vite. Le signal ne saurait tarder. Et là, il y a un certain nombre d'officiers qui pensent que Pétain va quitter enfin la France, va quitter la métropole, pour aller se réfugier par exemple en Afrique du Nord, et reprendre la lutte depuis l'Afrique du Nord. Julien Blanc, historien de la Résistance. Et dans cette perspective-là, effectivement, toutes les actions qui ont été menées par ces officiers supérieurs de l'armée, d'espionnage, de camouflage, de fichiers de mobilisation, etc., tout ça, ça peut cristalliser, ça peut devenir réel. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Sauf que Pétain ne part pas en Afrique du Nord. Sauf que Pétain ne s'oppose pas. René Carmille est anti-allemand. Résolument, l'ennemi, c'est l'allemand. On peut en déduire, après novembre 1942, sa déconvenue de l'attitude du chef de l'État. Ceci dit, il tente le tout pour le tout. Il espère pendant quelques semaines que l'armée française va réagir contre le coup de force allemand. Et une de ces manifestations dont on a des témoignages, c'est qu'il fait faire une démonstration au maréchal Pétain lui-même des possibilités de ces machines mécanographiques. La rencontre a lieu un peu moins d'un mois après l'invasion de la zone libre. Un témoin la raconte. À l'issue de la visite, M. Carmille a décrit en détail le fonctionnement et l'emploi possible de ces fichiers. M. Carmille exposant qu'on pouvait réunir les éléments de plusieurs divisions, le maréchal a demandé « Combien ?» Mais Pétain ne donnera aucune suite. Si Carmille est prêt, Vichy ne l'est pas. Il ne l'a d'ailleurs jamais été. C'est un fait qu'il n'y a pas eu de double jeu, que la revanche, c'était une illusion, même si parfois le gouvernement de Vichy a pu fermer les yeux sur certaines choses. En tous les cas, il a choisi, et que le camp est bien celui de l'Allemagne. Vichy, c'est le contraire de la résistance. Donc il y a un moment, en fait, où les deux termes la contradiction est trop forte. Donc on ne peut pas être les deux simultanément. On peut peut-être l'être ou penser l'être jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où c'est plus possible. Et donc, oui, à ce moment-là, pour basculer vraiment dans la résistance, il faut quitter Vichy. Il faut quitter Vichy. Pour Carmille, c'est l'heure des choix. Est-ce qu'il faut tout abandonner ? Quitter son poste ? Oublier le fichier démobilisable ? Tous ces risques pour rien ? À moins qu'il puisse être utile là où il est. La résistance a tout intérêt à compter dans ses rangs des gens qui occupent ces positions-là. Et les grands mouvements de résistance, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Hein. Ils mettent en place des structures de noyautage des administrations publiques. Et dès janvier 1943, il est sollicité par un réseau résistant de zone sud, le réseau Marco Polo, un réseau de renseignement gaulliste.
Cette résistance, c'est celle qu'on apprend tous en cours d'histoire. Celle des maquis, des postes radio, des faux papiers. René Carmy est recruté par une dactylo de son service. D'après ce que nous disent diverses sources archivistiques, René Carmy est recruté par celle qu'on appellera Jackie. Régis Lemaire, historien spécialiste du réseau Marco Polo. Probablement qu'elle a une relation de confiance avec René Carmy, qu'elle a pu un petit peu détecter son sentiment par rapport aux Allemands, son sentiment par rapport à la résistance au sein du service des statistiques. Au sein du réseau, il va lui donner un grade de sous-lieutenant, ce qui est un grade assez bas dans la hiérarchie militaire, et qui ne correspond en rien avec son grade très élevé, officiel. Malgré tout, au sein du réseau, il semble avoir une place assez importante, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un VIP. On le considère comme quelqu'un qui a une place officielle très élevée, donc on le ménage, on fait attention à sa parole, on fait attention à ce qu'il dit. Une des aides les plus précieuses que fournit René Carmy, ce sont de faux papiers, réalisés avec des identités de personnes décédées. Une information connue de son service. C'est très certainement Jackie, son agent de liaison, qui les fait parvenir aux résistants ou aux juifs pourchassés. Elle transmet aussi des renseignements stratégiques, notés par Carmy. Ce qu'il pouvait fournir officiellement à son administration, à sa hiérarchie, il pouvait également les fournir en même temps au réseau, pour que les réseaux et Londres, consécutivement, aient les mêmes types de renseignements. Ça pouvait être toutes sortes de statistiques, en fait, sur même économiques, enfin démographiques, sur les personnes requises pour le service du travail obligatoire. On ne peut pas se mettre dans la tête de Carmy, mais d'après les sources archivistiques, d'après les témoignages, on a l'impression que l'engagement de Carmy restait très fort. En mai 1943, René Carmy fait un discours aux étudiants de Polytechnique. Un discours très solennel, un appel à la liberté. Aucune force au monde ne peut vous empêcher de vous rappeler que vous êtes les héritiers de ceux qui ont défendu le sol de France. Souvenez-vous-en. Aucune force au monde ne peut vous empêcher de savoir que la liberté de penser a toujours existé sur la montagne Sainte-Geneviève, avec rigueur et ténacité. Souvenez-vous-en. René Carmy est enthousiaste. En Tunisie, les soldats alliés viennent de remporter une victoire. Parmi eux, des combattants français mobilisés grâce au bureau algérois du service de la statistique. Une réussite, enfin. S'il y a un endroit où la mobilisation clandestine prévue par Carmy a servi, c'est à Alger. Elle a servi à la mobilisation des armées françaises qui ont contribué en Tunisie à lutter contre le maréchal Rommel qui a occupé la Tunisie en 1943. En ce qui concerne le fonctionnement précis en Afrique du Nord, on n'est pas en mesure, me semble-t-il, à l'heure actuelle, en fonction de l'état actuel des archives, ou de notre connaissance des archives, d'aller plus loin. Mais cela fonctionnait. En métropole, Carmy espère que son dispositif pourra servir à un autre débarquement. Très prudemment, il continue de chercher à identifier des hommes mobilisables. C'est seulement dans la fin 1943, au deuxième semestre 1943, que les Allemands commencent à se douter que ces activités servent aussi à préparer des mobilisations particulières de spécialistes notamment qui devraient servir aux armées alliées. Donc, il se doute et progressivement, il est mis sous surveillance, si je puis dire. René Carmy n'est pas très à l'aise au niveau de l'Institut national des statistiques parce que le chef du personnel et sans doute d'autres personnes sont des collaborateurs notoires, dont ce chef de personnel qui est, semble-t-il, un responsable de la milice.
René Carmy donc, a sans cesse peur de faire des maladresses et se sent même espionné à l'intérieur de l'institut qu'il dirige. L'étau policier se resserre. Mais ce n'est pas tout. Les administrations de Vichy tentent de récupérer les fichiers du service de statistique. On lui demande de fournir des listes de jeunes hommes à envoyer en Allemagne au service du travail obligatoire, le STO. Carmy le sent bien, son outil lui échappe. Ultime geste de bravoure ou de désespoir, le 24 janvier 1944, il tente de s'opposer aux requêtes de Vichy. J'attire votre attention sur le fait que mon service est astreint au secret professionnel et que ses attributions sont purement statistiques à l'exclusion de tout rôle de police. C'est assez intéressant que Carmy ait plaidé pour non-utilisation policière de ces informations-là, parce qu'au final, c'était assez inéluctable. En France, on parle de l'effet cliquet, sur expliquer qu'une fois que le mécanisme est enclenché, il n'y a pas de retour en arrière. Les anglo-saxons ont un autre terme qui est un peu différent. Eux, ils parlent de mission creep, et en fait, le mission creep, ça désigne le détournement de finalité. C'est-à-dire que un fichier ou une technologie qui est utilisée pour répondre à un besoin à un instant T pourra demain être utilisée à d'autres fins. Le 3 février 1944, la Gestapo vient arrêter René Carmy dans son bureau. Il sera désigné comme grand ennemi de l'armée allemande ayant entretenu des relations avec Londres et aidé des groupes terroristes. Mais qui a pu dénoncer Carmy ? 2 jours auparavant, Jackie, l'agent qui l'a engagé dans le réseau Marco Polo, s'est fait arrêter, elle aussi. Il y a des témoignages qui ne sont pas vraiment à son avantage, qui expliquent que Jackie a une relation avec un officier allemand de la prison Montluc, qu'elle va aux interrogatoires, mais qu'elle revient, elle est souriante, épanouie. Et par ailleurs, il y a un témoignage assez précis d'une codétenue à la prison Montluc qui explique qu'elle a sur la conscience l'arrestation d'un général. Et ce général, c'est sans doute René Carmy, car Général, c'est son pseudo dans le réseau. La fin, elle est claire maintenant. Incarcéré à la prison de Montluc, René Carmy est interrogé par les services lyonnais de la Gestapo, dirigés par Klaus Barbie. Les interrogatoires durent jusqu'à tard le soir et Carmy est malmené. Il va passer 4 mois en détention. Il y écrit une lettre à sa femme qu'il fait transmettre secrètement par un détenu libéré. Il y a un sonnet qui a été composé par René Carmy alors qu'il était à Montluc, dans la prison, et qui a été sorti dans l'ourlet d'un manteau. C'est un sonnet dédié à sa femme, qui est très émouvant compte tenu du contexte. Carmy était un homme qui avait beaucoup de sentiments et qui aimait beaucoup sa femme. À ma femme. 30 ans ont passé depuis notre mariage. Les roses de l'amour n'ont pas voulu faner et leurs pétales d'or ont toujours dominé le calme alanguissant ou le vent de l'orage. Et nous avons passé tout le temps de cet âge en un monde explosant en débris disloqués, où les peuples en fureur par Satan convoqués montraient dans leur laideur ce qu'est l'humaine rage. Le grand amour, le nôtre, est aussi rédempteur de l'humaine folie. Et l'espoir de nos cœurs a su demeurer fort parmi tout ce qui passe. Le 2 juillet 1944, comme des milliers de résistants, René Carmy est déporté à Dachau, dans un convoi tristement célèbre, le train de la mort, qui vit 500 prisonniers mourir d'étouffement et de déshydratation. Paris est libéré le 25 août 1944, mais les combats ne sont pas terminés. Et les camps, encore moins libérés. Mais Carmy ne tiendra pas jusqu'à la fin de la guerre. Il meurt du typhus le 25 janvier 1945. Un de ses camarades de déportation témoignera. C'est dans la nudité, la misère, l'abjection physique, bien loin de son lit, que le contrôleur général Carmy rendit le dernier soupir. Une des choses que ma grand-mère m'a dit, c'est qu'il disait que la guerre est un système de sélection par le bas. René Chouillon, petit-fils de René Carmy. C'est-à-dire que ceux qui reviennent sont ceux qui ne sont pas partis, en fait, et qui sont restés à ne rien faire, quoi.
La mobilisation qui était prévue était une mobilisation massive. Or, ce qui s'est passé, c'est une guerre de guérilla. Les guerres de la libération sont des guerres de guérilla. On n'a jamais eu besoin de mobiliser l'armée française. Donc, les projets de Carmy ne sont connus que de très peu de gens. René Carmy, par son action dans la résistance et en liaison avec les différentes organisations de la résistance, illustre à lui seul le rôle des obscurs, de ceux qui sont restés anonymes et pourtant qui ont donné leur vie pour la France. Une France libre. C'est donc cela, l'histoire du fondateur de mon école. Cette histoire dont on ne m'a jamais parlé. Je comprends mieux maintenant les silences. D'un côté, René Carmy a tout du héros. Sa vie sacrifiée pour le pays, son génie visionnaire et la richesse qu'il nous en laisse. Mais d'un autre côté, il a ouvert la voie au fichage général de la population, à la collecte de données en masse et à leur utilisation policière. L'histoire de Carmy est très intéressante parce que elle pose des questions qui sont en fait extrêmement contemporaines. Il faut toujours imaginer que ces outils qu'on déploie pourront être demain utilisés à d'autres fins ou pourront tomber entre de mauvaises mains, à la faveur d'élections, par exemple. Et donc, ça nécessite, je trouve, un principe de précaution qui, aujourd'hui, n'est absolument pas appliqué, voire n'existe pas du tout en matière technologique. Pour protéger nos droits, dans les années 70, la France a bien créé la Commission nationale informatique et liberté. Mais aujourd'hui, elle n'a plus qu'un rôle consultatif sur la création de fichiers de police. Un contrôle sans contrainte. Aujourd'hui, on nous explique que finalement, on devrait faire confiance à l'État et que l'État est plus digne de confiance que le sont les grandes plateformes, par exemple. Mais je crois qu'il faut toujours être un peu maximaliste en matière de technologie, parce qu'aujourd'hui, on a des fichiers de police qui sont à la lisière quand même de ce profilage politique, philosophique, religieux, ethnique, syndical, et c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi préoccupant ? Parce qu'hier, on voulait pouvoir identifier de façon certaine les Français grâce au numéro de sécurité sociale. Le meilleur moyen de croiser tous les fichiers les concernant. Mais désormais, notre visage s'annonce comme notre nouvel identifiant, grâce à la reconnaissance faciale. Elle ouvre la voie à un contrôle d'identité permanent et général. On peut falsifier un numéro d'identification, surtout à l'époque de René Carmy, où la police ne disposait pas de dispositif qui permettait de vérifier en temps réel quoi que ce soit. Donc à l'époque, la falsification était relativement aisée. Aujourd'hui, on utilise la biométrie, de plus en plus. Et falsifier son visage, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Nul n'échappera à cette identification permanente, ni à cette vision moderne du carnet signalétique imaginé par Carmy. Un fichage total qui croise toutes les données concernant chaque individu et les rassemble sur leur visage. En Chine, la dystopie est devenue réalité, et les premiers à en pâtir sont bien sûr les minorités. Aujourd'hui, les Ouïghours au Xinjiang, donc cette minorité musulmane qui subit un génocide culturel perpétré par le pouvoir central pékinois, c'est une population qui est épiée dans le moindre de ses faits et gestes. Vous ne pouvez plus faire un pas dans la rue sans être suivi par des caméras de reconnaissance faciale, voire même parfois par des caméras qui maintenant tentent de détecter vos émotions ou d'analyser votre démarche. Si Carmy découvrait le monde de 2021, il serait peut-être assez effrayé justement de voir la manière dont il a peut-être contribué à ouvrir la boîte de Pandore qui aujourd'hui est extrêmement difficile à refermer. Refermer la boîte. Appuyez sur le bouton stop. Est-ce encore possible ? Toute cette technologie s'invente dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Et vous savez quoi ? C'est la première ville au monde à interdire toute utilisation policière de la reconnaissance faciale. Si l'on regarde dans l'histoire, ce sont les catégories marginalisées de la population qui ont été les plus soumises aux abus des technologies de surveillance, et ce de façon disproportionnée. Aaron Peskin, membre du conseil municipal de San Francisco.
La reconnaissance faciale est une technologie particulièrement dangereuse et oppressive, comme ce qui se passe actuellement en Chine avec les Ouïghours. En tant que responsables politiques, nous avons le devoir de protéger nos concitoyens contre les potentiels abus de ces technologies. J'aurais bien aimé que l'histoire de René Carmy soit connue. Qu'on me l'apprenne à l'école. Qu'on me dise, tu n'auras le droit de toucher à ces données que si tu es consciente des dangers qu'elles représentent. Mais surtout, ce que je souhaite aujourd'hui, à un pas du début de ma vie professionnelle, c'est que cette technologie que nous, statisticiens, avons entre les mains, ne devienne pas les armes de demain. Vous venez d'écouter René Carmy, un hacker sous l'occupation. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. René Carmy, un hacker sous l'occupation, est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et Public Sénat. Cet épisode a été écrit et réalisé par Yousser Youssef. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.